Bonjour à tous. On va commencer la prochaine session. Entreprise, ne ratez pas le virage de la co-création. Alors je vous invite à descendre, n'hésitez pas, venez au premier, deuxième, troisième rang pour qu'on puisse avoir un peu plus une conversation. Personne ne veut bouger? On prend quelques minutes pour vous déplacer si vous voulez. On a toujours un peu peur d'être au premier rang, mais il n'y aura pas d'interrogation. Voilà, donc encore une fois, bonjour à tous, bienvenue à cette session. Je suis ravie d'être à Grenoble aujourd'hui. Je dois dire qu'ayant grandi dans les Vosges, toute journée qui commence à proximité des montagnes est une belle journée. Donc très contente d'être ici parmi vous. La session qui s'intitule « Entreprise, ne ratez pas le virage de la co-création » va être dans la continuité de la plénière de ce matin. Donc une plénière qui était très inspirante avec Mohamed Younous, avec des entreprises qui s'engagent. On va se concentrer un peu plus sur l'aspect de co-création, c'est-à-dire collaboration intelligente avec impact entre entreprises, grandes entreprises et organisations de la société civile. Donc ça va être le focus de cette session. Donc pour cette session, je vous propose d'accueillir deux intervenants. Raphaël Leroy, qui est directrice RSE et entrepreneuriat social des réseaux France de BNP Paribas, et Adama Khan, qui vient de Dakar, qui est intrapreneur social au sein d'Orange, mais qui est également fondateur d'une start-up du social qui s'appelle Joko Santé et qui transforme en fait l'accès aux médicaments et la santé au Sénégal. Donc on a la joie et la chance d'avoir parmi nous deux intervenants qui vont nous partager en fait leurs témoignages et des témoignages très pratiques d'intrapreneurs et d'entreprises qui s'engagent sur la co-création, donc qui travaillent en écosystème avec des organisations différentes qui sont autour d'eux. Donc, je vous propose en fait de vous donner un petit peu de contexte en introduction et de commencer par quelques chiffres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, comme le disait le professeur Younous, on vit dans une époque de mutation, une époque de changement très très rapide, et certains donc appellent ça un moment de rupture. Et donc je voulais l'illustrer par quelques chiffres qui pour moi me semblent très très parlants. Donc le premier, c'est que 50% des métiers qu'on connaît aujourd'hui, des métiers actuels, auront disparu dans 20 ans. Effectivement, ça change très rapidement. Toutes les industries, toutes les entreprises connaissent des mutations très, très rapides. Ensuite, si on s'intéresse aux personnes, aux individus, un chiffre qui m'interpelle également très souvent, c'est que 89% des collaborateurs, des employés, sont désengagés ou activement désengagés. Donc là, on parle beaucoup de quête de sens. Mais ça, c'est très concret. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un sondage de Gallup qui a été fait l'année dernière. Ensuite, également, comme le disait le professeur Younous, en fait, cette pauvreté qu'on trouve bien sûr en Asie, en Afrique, mais également en Europe. Donc 16% de la population en Europe qui vit sous le seuil de la pauvreté. Donc ça, c'est très concret. Ça a des répercussions sur le logement, sur la nutrition, sur la santé, etc. Et bien sûr, la crise climatique qu'on vit aujourd'hui. 80%, ensuite 87% des jeunes, donc la nouvelle génération, beaucoup d'entre vous dans la salle qui sont étudiants ici, estiment que la réussite d'une entreprise devrait être mesurée sur des critères autres que des critères financiers. Donc tout ça, ça nous dit... Je pense que c'est encore une fois très parlant, ça nous dit qu'on a besoin d'innovation, d'agilité, de collaboration et de mettre l'impact social au cœur des modèles des entreprises. Moi, j'aime beaucoup citer Otto Scharmer, qui est professeur au MIT,
qui parle de cette transition en fait de l'écosystème à l'écosystème. Et donc pour lui, en fait, une des transformations les plus importantes qu'on vit aujourd'hui, c'est la transformation des relations entre l'entreprise, donc la grande entreprise, la société civile et la société. Donc ça, c'est tout à fait le sujet d'aujourd'hui de la co-création dont on va parler. Voilà. Ensuite, donc quand on parle d'innovation, on pense beaucoup à l'innovation technologique, donc la révolution numérique, etc. Mais chez Ashoka, on pense, et beaucoup d'entre vous peut-être aussi aujourd'hui, que l'innovation, c'est aussi l'innovation sociale qu'il faut mettre au cœur justement des entreprises. Et finalement, l'entrepreneuriat social nous donne des pistes sur un nouveau type d'entreprise qui peut-être inspirera en fait toute entreprise et toute entreprise du futur. Donc l'entrepreneuriat social, c'est pas nouveau. Donc moi je travaille pour une organisation qui s'appelle Ashoka. Ashoka parce que y avait un empereur indien 3 siècles avant Jésus-Christ qui est un modèle inspirant d'entrepreneur social. Maria Montessori dans l'éducation, bien sûr le professeur Yunus. En fait aujourd'hui les entrepreneurs sociaux sont nombreux. Nous avons un réseau de 3300 entrepreneurs dans le monde. Des écoles de commerce ont maintenant lancé des chaires entrepreneuriat social. Donc c'est un mouvement qui s'est énormément développé dans les deux dernières décennies. Alors, qu'est-ce que peut nous dire, qu'est-ce que peut nous montrer l'entrepreneuriat social? Alors tout d'abord, en fait, l'entrepreneur social, il va utiliser des codes et des outils du monde du business pour attaquer la cause et problématiques sociétales, encore une fois, quelles qu'elles soient, nutrition, santé, accès à l'énergie, etc., au service d'une mission d'intérêt général. Donc depuis plus d'une vingtaine d'années, l'entrepreneuriat social démontre justement la compatibilité entre création de valeur économique et sociale. Donc c'est pas soit l'un soit l'autre, mais on peut combiner alors soit des modèles de social business qui s'autofinancent, soit des modèles hybrides qui vont utiliser en fait une combinaison de donations, d'argent philanthropique et d'autofinancement. Et on peut également voir l'entrepreneuriat social comme une réponse aux défaillances de marché, c'est-à-dire des marchés qui ne fonctionnent pas aujourd'hui pour un grand nombre des populations les plus vulnérables, les plus pauvres, les moins inclus dans la société, qu'elles soient handicapées ou éloignées géographiquement. Donc finalement, on a l'impression que ces entrepreneurs sociaux, c'est un peu des vigies de l'innovation, de l'innovation sociale, et qui vont annoncer en fait les mutations de marché. Donc avant, par exemple, avant l'émergence d'Airbnb, on a accueilli dans le réseau Ashoka Couchsurfing, donc c'était un peu l'ancêtre d'Airbnb, qui proposait en fait à tout un chacun de pouvoir rester chez l'un chez l'autre, utiliser un canapé. Et on se dit que par exemple si le groupe Accor avait eu connaissance de l'existence de Couchsurfing il y a 15 ans, il se serait peut-être dit tiens, il faut qu'on se prépare en fait à ce genre de transformation. Et ensuite en fait la quatrième caractéristique qui est intéressante au niveau des entrepreneurs sociaux, c'est leur capacité, je dirais, d'ingénierie sociale, d'embarquer d'autres autour d'eux, parce qu'en fait, c'est des petites structures, généralement très agiles, qui n'ont pas forcément l'ambition de devenir de grosses organisations, mais plutôt d'engager d'autres autour d'eux, que ce soit des entreprises, d'autres organisations sociales, des citoyens, etc. Donc vraiment cette forte capacité de construire des partenariats. Donc ça, c'est très inspirant. Je pense que c'est un potentiel énorme qui demande à être exploité justement par plus de collaboration entreprises, entrepreneurs sociaux. Et nous, ce qu'on entend de nos entrepreneurs sociaux, donc on fait par exemple le baromètre de la co-création, le baromètre de l'entrepreneuriat social, avec Convergence, avec KPMG et d'autres depuis 4 ans. Et en fait, la demande récurrente qu'on entend de nos entrepreneurs sociaux, c'est plus de partenariat avec la grande entreprise. Donc il y a vraiment cette appétence d'intégration, de collaboration. Et aujourd'hui, même si les choses changent rapidement, il y a encore pas mal de cloisonnement entre les secteurs.
Alors si on regarde ce qui se passe en fait du côté des entreprises, parce que nous, donc, à force d'entendre justement ces demandes des entrepreneurs sociaux, on s'est dit tiens, allons voir ce qui se passe du côté des entreprises traditionnelles. Et on a fait cette année un baromètre, donc le premier baromètre de la co-création, où on allait interroger 165 entreprises en France, donc entreprises françaises ou ayant une présence en France, et donc avec une batterie de questions. Donc on a fait ça avec Opinionway, l'entreprise de sondage, et EcoConseil, un cabinet de conseil qui se consacre à la co-création. Et en fait, les chiffres sont également très parlants et très inspirants. Donc 83% des entreprises interrogées estiment que profit et impact positif sur la société sont compatibles depuis leur cœur de métier. Donc là, c'est très positif, je dirais, ça donne de l'optimisme. 60% donc, estiment qu'un des principaux objectifs attendus par ces actions sociétales est de mieux répondre aux besoins des clients, donc, et de garantir la pérennité de leur activité. Donc là, on parle de réponse aux attentes des clients, de pérennité, avant des sujets de communication. Donc on touche vraiment à la stratégie au cœur de l'entreprise. Et 91% estiment que la collaboration, enfin, le mode de collaboration le plus approprié est la mise en place de projets communs, donc ce qu'on appelle la co-création chez Ashoka. Donc avant des dons, avant la signature de chèques à une organisation sociale, avant des schémas de mécénat de compétences, donc qui peuvent venir en fait s'ajouter à la co-création. Mais voilà, donc un des facteurs clés de succès, c'est vraiment cette collaboration étroite entre organisations. Quand on passe à la prochaine, donc là je vous résume en fait ce baromètre, mais il y avait aussi un dernier chiffre que je voulais vous mentionner, c'est que un grand nombre d'entreprises qui ne sont pas encore engagées dans la co-création, mais qui voient en fait un potentiel dans la co-création, pensent qu'il est difficile de trouver un ou plusieurs partenaires, bons partenaires dans le secteur social. Donc là, encore une fois, on remarque qu'il y a un certain cloisonnement des secteurs, qu'il y a une méconnaissance en fait des secteurs, et qu'il faut tisser de nouveaux liens entre les différents secteurs pour arriver à des solutions qui auront plus d'impact. Donc c'est une transition en fait toute trouvée pour maintenant se tourner vers nos intervenants du jour qui vont nous parler justement de leur modèle de co-création de façon très concrète. On va se garder également 15 minutes en fait, pour la fin de la session pour pouvoir collecter vos questions et avoir un échange également avec la salle. Mais je vous propose de commencer par Raphaël. Donc Raphaël, la BNP s'engage sur l'entrepreneuriat social, donc ça fait partie d'une des grandes initiatives. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Donc pourquoi cet engagement? Alors, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, il y a maintenant 3 ans, BNP Paribas a souhaité accompagner de manière proactive les entrepreneurs sociaux. Donc là, je vais vous parler de ce qu'on fait en France, mais cette initiative, elle est aussi en Europe et de plus en plus dans les pays aussi d'Afrique. C'est vraiment on voit bien qu'il y a un essor de ce mouvement de l'entrepreneuriat social. Alors, il y a 3 ans, on ne me demandait pas pourquoi BNP Paribas s'est engagé dans l'entrepreneuriat social. On me disait, mais pourquoi BNP Paribas, banque traditionnelle, commerciale, soutient l'entrepreneuriat social. Donc d'abord, moi, la première réponse que je donnais, c'est que BNP Paribas, banque commerciale traditionnelle, était déjà engagée dans l'économie sociale et solidaire depuis très longtemps. Vous avez tous entendu ce matin Mohamed Younous, BNP Paribas en France. On est partenaire de l'ADI, donc qui est pionnier de la microfinance depuis plus de 20 ans, persuadé que cette microfinance, en France, mais pas que dans les pays émergents, pouvait jouer un rôle important dans la création d'emplois, dans la création d'entrepreneurs et du coup dans l'inclusion sociale. Dans la continuité de notre engagement dans la microfinance, on a constaté il y a 3 ans, parce que il y a 3 ans, mais ça va très vite, c'est de plus en plus vrai, qu'il y avait vraiment un essor de ce modèle de l'entrepreneuriat social qui est finalement un petit cercle dans le grand cercle de l'économie sociale et solidaire. On a vu quoi? On a vu d'abord des entrepreneurs qui étaient nés il y a un peu plus d'années, qui étaient en train de changer d'échelle, qui avaient eu des très belles réussites, et on voyait bien qu'ils avaient besoin qu'on puisse les accompagner pour maximiser leur impact un peu partout, pour répliquer leur modèle partout. Et puis surtout, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait de plus en plus et de jeunes
et de moins jeunes d'ailleurs, qui souhaitaient créer bien sûr leur entreprise, mais ils voulaient aussi que dans le même temps, ce projet d'entreprise serve l'intérêt général. Et ce qu'on a constaté il y a 3 ans, on le voit aujourd'hui de plus en plus. On est aussi, nous, pas mal sur le secteur de l'innovation. Et ce qu'on constate, c'est que 3 startups aujourd'hui sur 10 ont un modèle d'entrepreneuriat social. Parfois, d'ailleurs, ils ne le savent même pas parce que c'est devenu naturel, finalement. De plus en plus, il y a une convergence entre le modèle économique et la volonté d'avoir un impact, d'ailleurs, qu'il soit social ou environnemental. Alors, en plus, il s'avère qu'en France, on est un peu des champions parce que je ne sais pas si vous avez vu l'édition européenne de Forbes. En fait, il y a un classement chaque année des 30 under 30. Et donc, en fait, ils identifient en Europe les leaders d'entreprises qui ont moins de 30 ans et qui seront certainement les grands leaders de demain. Et sur la France, il y a eu 30 entrepreneurs, jeunes entrepreneurs qui ont été identifiés. Et sur ces 30, il y en a plus de 10 qui étaient des entrepreneurs sociaux. Donc voilà pourquoi on s'est lancé, on s'est dit, voilà, nous, on est des banquiers, on a une double responsabilité. On a une responsabilité économique, donc ça c'est effectivement comment on va se projeter dans un nouveau modèle. Il y a des entrepreneurs qui émergent, qui sont de plus en plus nombreux. Notre première mission, c'est d'être là pour les accompagner, de comprendre leur modèle. Et puis cette initiative rejoint finalement, quand on fait de l'entrepreneuriat social, ça rejoint d'autres responsabilités que nous avons. Toutes les entreprises aujourd'hui, et c'est le thème d'ailleurs du World Forum, ont une double responsabilité, une triple. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement effectivement sur la performance économique, mais on est attendu aussi sur ce qu'on peut faire pour le monde qui nous entoure, la société, l'environnement. Là, c'était l'occasion de faire la passerelle, puisque quand on soutient des entrepreneurs sociaux, on va aussi soutenir l'inclusion sociale, on va soutenir la recherche santé, on va soutenir la lutte contre le réchauffement climatique, etc. Donc ça a été vraiment le pourquoi. Alors après, comment? Alors ça, c'était la grande question. Parce que c'est vraiment un très gros défi. Plusieurs défis d'ailleurs. Le premier, c'est que quand on s'est lancé, il n'y avait pas une définition très précise de l'entrepreneuriat social. Vous imaginez bien que dans nos bases, on n'avait pas de données sociales ou environnementales. Donc c'était déjà compliqué de les identifier. Et puis ensuite, dire d'accompagner les entrepreneurs sociaux, c'est être capable de les financer d'abord. Et puis les financer avec nos modèles à nous qui existaient alors, c'était un peu compliqué. Donc ce deuxième défi, c'était être capable de sortir de nos schémas traditionnels pour finalement comprendre l'enjeu spécifique des entrepreneurs sociaux. Et puisqu'on est dans un atelier de co-création, ça a été pour BNP Paribas finalement son entrée dans l'ère collaborative. Parce que comme on partait d'une feuille blanche, ce qu'on a fait d'abord pour dire ok, je veux accompagner les entrepreneurs sociaux, mais c'est quoi leurs besoins? Est-ce qu'ils ont besoin d'une banque traditionnelle? Donc on est allé à la rencontre des entrepreneurs sociaux. On a pris beaucoup de temps. On est allé les voir pour bien comprendre leurs besoins. Et ça, c'est ça la co-création, c'est que on va déjà voir, ce que vous disiez tout à l'heure, on est allé voir déjà nos clients, qui sont devenus clients. Nous sommes allés voir les entrepreneurs sociaux. Et en fait, cette démarche, nous l'avons construite ensemble et surtout, nous continuons à la co-construire. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont dit, ces entrepreneurs sociaux? Ils étaient déjà contents de voir un banquier classique qui s'intéressait à leur sujet parce qu'ils se considèrent d'abord comme des entrepreneurs. Donc ça, c'était la première chose. Puis ensuite, ils nous ont dit, oui, mais nous, on a besoin que notre partenaire, il comprenne notre modèle. Parfois, on n'a pas la même rentabilité que vous, parce que quand on fait de l'insertion, par exemple, la rentabilité, elle existe, mon modèle, il est viable, mais c'est peut-être un peu plus long, parce que les gens que je recrute pour mon projet d'entreprise, il faut que je les accompagne. C'est des gens qui souvent étaient éloignés du marché de l'emploi, donc je ne vais pas avoir la même productivité dans l'immédiat. Donc, vous allez peut-être être surpris par mes ratios de rentabilité, donc on a compris. Ils nous ont dit aussi, nous, on a besoin d'interlocuteurs partout sur le territoire. Parce que l'entrepreneuriat social, sa caractéristique, c'est effectivement d'être implanté partout. Il est vraiment intégré dans l'écosystème local sur le territoire. Et puis la troisième chose qu'on a compris à leur côté, c'est qu'ils étaient dans un écosystème, que quand on faisait de l'entrepreneuriat social, finalement, on était dans un système très ouvert, où on allait avoir avec nous des partenaires privés, publics, où en fait c'est l'ensemble d'un écosystème qui coopérait pour faire émerger, pour faire grandir ces entrepreneurs. D'ailleurs, c'est une chance parce que si vous êtes des futurs entrepreneurs, sachez que partout où vous allez vouloir créer votre entreprise ou grandir, il y a tout un écosystème qui se mobilisera autour de vous. Donc fort de ça, on s'est dit, voilà, on va mettre en place un premier dispositif. Donc ils ont besoin qu'on soit sur le territoire, donc on a formé
Au départ, une trentaine, aujourd'hui, il y en a 60, des chargés d'affaires qui sont partout sur le territoire, qu'on a formés aux spécificités de l'entrepreneuriat social. Mais au-delà de ça, on leur a dit, écoutez, vous, votre mission, c'est déjà de bien comprendre, mais c'est aussi d'être totalement intégré dans l'écosystème. Donc ça, c'était nouveau. Parce que la force que nous pouvons avoir, nous, dans cet écosystème, c'est qu'on va pouvoir être un peu un animateur, un facilitateur de connexion. Nous, les banques, on a des grands clients, on a des petits clients, on a des relations un petit peu avec tous les acteurs, d'ailleurs, sur un territoire. Donc, on lui a dit, voilà, tu vas devoir comprendre les modèles, être dans l'écosystème et être un facilitateur de connexion. Ça, c'était le chargé d'affaires. Ensuite, notre deuxième sujet, c'était de comprendre le modèle économique. Alors, si on lisait le bilan de la même manière que nos bilans traditionnels, ça restait de la communication. C'était bien, mais finalement, tu finances combien? J'aurais pas pu financer beaucoup. Les bilans parfois des entrepreneurs sociaux ou des startups de l'innovation, parce qu'il y a de plus en plus de croisements, ça peut faire peur. Et donc, il a fallu qu'on adapte cette lecture de bilan. Et donc, on l'a adapté là aussi en écoutant bien, en allant voir différents modèles. Et on a dit, ben voilà, les chargés d'affaires, quand vous allez accompagner une entreprise sociale, ne soyez pas surpris si, par exemple, les ratios de rentabilité ne sont pas les mêmes que pour un entrepreneur classique. Et puis surtout, on leur a dit, mais au départ c'était du verbe, la performance de l'entreprise sociale, il faut que vous l'évaluiez non seulement par sa performance économique, c'est important, quand bien même on va avoir une lecture différente des ratios de rentabilité habituels, mais surtout il va falloir, dans votre explication, dans votre analyse, vous sachiez mettre en avant cette performance, cet impact social ou environnemental. Donc une fois qu'on a dit ça, on s'est lancé, on est resté là-dessus, et puis on a dit on va aussi intégrer l'écosystème, et donc nous on avait tout à apprendre, on s'est dit qu'on apprendra avec des experts, et puis alors les experts, ça peut être des grands réseaux d'accompagnement, donc on a dit on va commencer avec France Active. Donc France Active, c'est un grand réseau d'accompagnement qui en plus finance, a une expertise sur l'économie sociale et solidaire. Donc là, c'était important pour nous d'apprendre avec eux. Et donc, partout en France où on était, on a créé des binômes entre des chargés d'affaires et puis des correspondants France Active. On a démarré, et puis au fil du temps, on était de plus en plus dans l'écosystème. Donc on a rencontré des incubateurs. On s'est dit, mais voilà, il faut aussi qu'on soit à l'émergence, qu'on soit là, qu'on accompagne les incubateurs, qu'on apporte, et puis en même temps, en apportant, on va apprendre. Donc on a noué des partenariats avec des incubateurs, on a noué un partenariat aussi avec Ashoka, parce qu'on s'est dit, Ashoka, voilà, c'est un grand réseau, là pour le coup, d'entrepreneurs, et quand on accompagne des entrepreneurs sociaux, la force du réseau est tellement importante pour les aider à grandir, ils ont besoin d'être connectés les uns aux autres. Donc voilà, donc on a avancé comme ça. Et puis là, on continue à travailler parce qu'il y a un vrai sujet effectivement d'impact. Donc ça, c'est quand on l'a dit, c'est bien beau de dire aujourd'hui il y a la performance sociale et la performance économique qui convergent, c'est formidable. Ceci étant, comment on montre que cette performance sociale, comment on la valorise? Et donc là aussi, dans l'écosystème, on travaille avec les entrepreneurs, on travaille avec aussi des cabinets. Et on se dit comment nous, on peut apporter cette aide aux entrepreneurs qui ont une double, finalement, pas une double peine, mais un entrepreneur, si vous devenez entrepreneur, sachez que vous allez devoir convaincre doublement. Vous allez devoir convaincre sur votre modèle économique, comme tous les autres, parce que vous êtes d'abord des entrepreneurs. Et puis, il faudra que vous soyez aussi convaincants pour vos fournisseurs, pour vos investisseurs, quels qu'ils soient, sur l'efficacité de votre modèle. Ce n'est pas parce que je fais le bien, ce n'est pas parce que je sers l'intérêt général que je n'ai pas de concurrents. Et donc, il va falloir que vous montriez l'efficacité de ce modèle. Donc, nous, on a affiné notre approche. On s'est dit, voilà, on a des clients, ils ont différents domaines d'action, l'accès à l'emploi, l'accès au logement, les circuits courts, la santé. Et donc, par rapport à ces grandes familles de domaines, il faut être simple. Comment on va aider, nous, ces entrepreneurs, à mesurer leur impact, à pouvoir valoriser leur action, mais aussi à pouvoir piloter leur activité. Donc on a développé une méthode qui est assez simple. On essaie de trouver des indicateurs qui répondent à 3 questions. Quand je suis entrepreneur social, qui sont les bénéficiaires que je vise? Et puis, qu'est-ce que je mets en place pour eux, pour servir cet objectif? Et puis enfin, c'est quoi les résultats que j'attends? Et donc voilà, et on co-construit en permanence notre sujet pour aller toujours plus loin
et accompagner ce modèle qui, finalement, qui est en permanence en évolution. Il y en a de plus en plus des entrepreneurs sociaux, mais surtout de plus en plus de modèles différents. On voit bien que ça va très vite, que les modèles se réinventent en permanence. Le métier d'un banquier avec tout l'écosystème, c'est de voir comment on peut trouver de nouveaux flux pour accompagner ces entrepreneurs qui sont vraiment de plus en plus nombreux et qui sont tellement importants. On est vraiment, nous, persuadés que si vous en êtes ou si vous le devenez, vous allez être des acteurs vraiment incontournables et de plus en plus, qui compteront de plus en plus dans la croissance de la France, bien sûr, dans la création d'emplois, et puis dans la lutte, la lutte contre l'exclusion sociale, l'environnement, etc., des défis qui sont vraiment de plus en plus importants. Donc voilà pour le pourquoi et le comment. Merci Raphaël. Est-ce que ça marche ? Oui, d'accord. Donc c'est un exemple effectivement inspirant d'une entreprise qui met en place un nouveau dispositif pour répondre finalement à ce marché qui croît de l'entrepreneuriat social de façon adaptée en repensant véritablement les produits et les services. Donc on aura l'occasion de creuser également la partie partenariat et notamment obstacles des partenariats. Mais avant ça, on va passer au Sénégal et donner la parole à Adama, qui va nous parler de Joko Santé et du développement de Joko Santé. Peut-être que, Adama, avant de nous parler du modèle, si tu pouvais nous parler un petit peu de ta trajectoire. Donc, le professeur Younous parlait ce matin, nous disait ce matin qu'on est tous des entrepreneurs. Je pense que ton témoignage d'intrapreneur serait particulièrement intéressant. Absolument. Donc, merci beaucoup à tous. Effectivement, moi, je suis donc ingénieur télécom de formation. J'ai une expérience de 16 ans donc, chez Orange, donc chez la filiale Orange qui est au Sénégal. Effectivement, j'ai été très interpellé par le professeur Younous quand il a dit qu'en fait, on est entrepreneur social, en fait, de par une expérience personnelle, parce que j'aurais jamais pu imaginer qu'un jour, je pourrais évoluer dans le domaine de la santé. Maintenant, comment ça s'est passé? Bon, ça s'est passé par une belle histoire, disons. Donc, je me suis marié en 2006. Et en fait, notre premier enfant est venu en 2013. Bon, au Sénégal, ça, c'est rare parce que le plus souvent, quand on se marie, on fait les enfants rapidement au bout d'un an, 2 ans. Et ça, quelle est la raison? C'est parce que, à chaque fois qu'il y avait une grossesse, au bout de 5 mois, il y avait une fausse couche. Et on a vécu comme ça pendant des années, donc avec les médicaments achetés, accumulés, et au bout de 5 mois, ça s'arrêtait, on reprenait à nouveau. Et maintenant, en 2013, quand ça a été la bonne, quand on est arrivé, disons, à 2 semaines, 3 semaines avant la naissance, donc on était en train de ranger la chambre. On se disait, bon, maintenant, il est temps de faire de la place au bébé, etc. Et c'est en rangeant la chambre qu'on s'est rendu compte que durant ces années, on avait accumulé une quantité incroyable de médicaments. Et c'est vraiment l'image que je n'avais jamais oubliée, l'image de notre lit qui était couvert de médicaments, donc qui m'a fait dire que non, ça c'est pas possible. Je n'ai pas pu accumuler autant de médicaments dont pas mal de boîtes n'ont pas été ouvertes et dont la plupart sont périmées, alors qu'entre-temps, j'ai aidé financièrement soit des voisins ou des parents à acheter les mêmes médicaments. Donc c'est là d'où est né donc en fait cette de Joko Santé. Et c'est une question simple, ça dit en fait à quoi ça sert d'avoir une boîte à pharmacie familiale à la maison. Pourquoi ne pas avoir une boîte à pharmacie qui appartient à tout le monde, qui appartient à toute la communauté, à tout le village ou à toute la région. Voilà comment est née l'histoire de Joko Santé. Merci. Donc je sais que tu as quelques slides à nous montrer si tu veux. Ça, c'est le... Ok. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Ok, d'accord. Donc, suite à cette expérience-là, je me suis dit que maintenant, comment essayer de mettre en place, disons, en tout cas, une solution qui pourrait à la fois impacter les populations. Et effectivement, le meilleur modèle qu'on a pu trouver, c'était en fait de mettre en place en fait une entreprise. Donc, c'est un business, un social business. Et donc, on a réuni autour de nous des médecins et des pharmaciens, commencé à travailler sur le modèle. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, au Sénégal,
donc le médicament est le poste de dépense de santé le plus important pour les ménages. Donc, dans les grandes villes comme à Dakar, donc, chez les populations les plus aisées, donc, qui ont accès à d'autres services de santé, comme hospitalisation, analyse, etc., ça représente 52%. Et quand on va dans les zones rurales, où il n'y a pas les autres services de santé, ça représente à peu près 73% des dépenses des ménages. Et comme vous le savez, donc, même les gens qui ont une couverture médicale, en fait, ne sont pas couverts à 100% par rapport aux médicaments. Les médicaments ne sont pas couverts à 100%. Donc, on est parti de ce constat-là. Et donc, on s'est aussi rendu compte que ce qui était valable pour moi était valable pour pratiquement toutes les personnes qui étaient autour de nous. Les gens laissent des médicaments à la maison, ça finit périmé, etc. et sont jetés. Et avec des impacts quand même, disons, très négatifs. Donc, déjà, ça pousse les gens à ce qu'on appelle automédication. Donc, ça alimente aussi la vente illicite des médicaments. Quand les médicaments sont jetés à la poubelle, donc, il y a un système donc, de récupération et de remise en boîte qui, en fait, pour les remettre, disons, dans des circuits parallèles. C'est une menace pour l'environnement, évidemment, puisque ce sont des produits chimiques. Et on s'est concentré plus sur la perte financière, en fait, pour notre ex-malade. Voilà. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est de faire comment trouver une stratégie pour faire passer la boîte pharmacie de l'échelle familiale à l'échelle communautaire. Et donc là, on s'est inspiré de l'économie circulaire. Donc la solution, c'est une application web et mobile, donc qui peut marcher autant avec les smartphones que le téléphone le plus simple, parce qu'on peut faire les échanges par SMS ou USSD. Et donc, on a mis en place un modèle d'économie circulaire. Donc, quand les membres de Joko Santé, qui sont identifiés par le numéro de téléphone mobile, ont des médicaments non utilisés, donc des boîtes non ouvertes, qui peuvent être remis dans le circuit, en fait, ils se rendent au niveau des centres de santé affiliés et déposent ces médicaments-là. Donc, ces médicaments sont donc récupérés par des professionnels. Et en échange, en fait, il gagne des points. Par exemple, si quelqu'un dépose une valeur de 5 000 francs CFA, il gagne 5 000 points. Un point égale à 1 franc CFA. Et donc, ces médicaments-là, et ces points-là, donc, leur servent à quoi? Une fois qu'ils auront une nouvelle ordonnance, au lieu de payer avec de l'argent, ils payent en fait avec ces points-là. Et il y a même une autre dimension. Donc, ces points peuvent être échangés entre les membres à travers le mobile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis en ville, je peux déposer des médicaments en ville, avoir des points et les envoyer à mon oncle qui est au village, et lui, avec ces points, il peut récupérer d'autres médicaments. Donc, ça veut dire qu'on évite donc, la perte des médicaments. Donc, ça, c'est la démarche, disons, pair à pair, économie circulaire. Mais comme aussi on est au Sénégal, on s'est dit, en fait, ça c'est peut-être le slide donc, du passage, ça je l'ai expliqué déjà. Et comme on est au Sénégal, donc on s'est dit, en fait, donc quand même, il y a une grande frange de la population qui n'a pas accès aux médicaments, qui n'a pas du tout de médicaments, et ils sont quand même nombreux. On s'est dit comment mettre aussi en place le système de telle sorte que ces gens-là ne soient pas exclus, donc pour inclure toutes les couches de la population. Et donc on s'est dit que donc, là, l'entreprise, le monde de l'entreprise a un rôle à jouer. Effectivement, donc les entreprises, dans le cadre de leurs activités RSE, donc offrent des ambulances, font des hôpitaux, etc., font des dons aussi donc, de médicaments, mais n'ont pas la traçabilité donc, de leurs activités et n'ont pas la visibilité nécessaire. On s'est aussi intéressé à une étude qui disait qu'en France, 50% des entreprises considéraient que le manque de visibilité était un frein donc, à la RSE. Donc on s'est dit aussi, pour les intéresser, il fallait que les entreprises puissent à la fois apporter des fonds RSE, mais elles aussi pouvoir en tirer donc, un bénéfice à travers une meilleure visibilité. Et c'est là où donc, on a mis en place donc, ce qu'on appelle, nous, le financement croisé. Et comment ça se passe? Donc, les entreprises, donc, via deux canaux. D'abord par leurs employés, qui sont peut-être couverts par des assurances, etc. S'ils ont les médicaments non utilisés, ils peuvent les déposer au sein de l'entreprise, donc créer, disons, une dynamique collective au nom de l'entreprise et puis un meilleur engagement donc, des collaborateurs. Et ces médicaments-là donc, sont triés par des médecins et des pharmaciens professionnels et donc acheminés dans les zones les plus défavorisées. Et l'autre axe sur lequel donc, ces entreprises-là peuvent intervenir, c'est qu'ils peuvent donc sponsoriser des points. Ça veut dire qu'une entreprise peut dire que moi, je mets en place, disons, 20 millions de points, 20 millions de francs CFA, ça équivaut, disons, à 30 000 euros. Donc, et ces points-là sont ciblés. Par exemple, je les destine aux femmes donc de 30 à 40 ans habitant dans telle zone. Maintenant, une fois qu'un membre de Joko Santé qui rentre dans cette cible-là a une ordonnance mais n'a pas de points ou n'a pas assez de points, donc notre application prélève automatiquement les points suffisants
pour les positionner sur le compte et le membre peut récupérer des médicaments. Et maintenant, là où l'entreprise gagne en visibilité, d'ailleurs a même une meilleure visibilité, c'est qu'il y a un SMS automatique qui vient dire aux membres que votre ordonnance a été payée par telle entreprise. Et il y a aussi d'autres actions, parce que nous avons quand même un réseau social qui est assez développé, et nous pouvons donc parler donc, des entreprises engagées, etc. Voilà comment le système de Jocosanté marche de façon globale. Il y a d'autres fonctionnalités, mais je pense que le temps ne nous permet pas de le dire. Je me permets peut-être de dire que aussi donc, les immigrés, où en fait, donc, ils sont installés en Europe, peuvent acheter donc, des points sur la plateforme via un compte PayPal et envoyer ces points-là à la famille qui est restée au Sénégal. Voilà. Merci Adama. Si tu veux nous rejoindre pour continuer la conversation, justement, je voulais rebondir sur les différents liens que Jocosanté avait avec les entreprises. Donc il y a à la fois finalement Orange, qui a incubé ce modèle, qui t'a permis d'être intrapreneur. Il y a les entreprises de la santé. Alors est-ce que pour une entreprise pharmaceutique, ça va justement réduire leur marché, le fait qu'il y ait cette plateforme d'échange ou non? Et puis il y a les autres entreprises qui pourraient justement lancer des actions RSE très ciblées, ce qui n'était pas possible avant en fait par la technologie. Donc peut-être que tu peux nous parler en fait de ces différents liens avec ces... Effectivement, donc, en fait, notre aventure a commencé donc, au sein d'Orange. Donc peut-être j'ai eu la chance d'avoir donc, en fait, donc, une femme manager qui était vraiment qui est visionnaire, parce que quand j'ai eu l'idée, je suis allé la voir pour lui dire que, écoutez, moi j'ai une idée qui peut changer le monde. Elle me dit, d'accord, tu passes me voir. Je lui ai expliqué et immédiatement, en fait, on a presque écrit le mail ensemble. Et il a écrit au top management en leur disant, écoutez, ça c'est une idée, voilà la présentation, et nous pensons que nous pouvons accompagner, disons, donc, ce projet-là. Et ce qui a été fait immédiatement, et selon plusieurs axes, non seulement donc, pour la version bêta de notre application, donc c'est Orange qui a mis les fonds, donc 20 000 € pour qu'on puisse faire notre application, donc qui a mis en place en fait, donc, les SMS qu'on envoie, donc la plateforme technique, etc. Et ensuite, donc, le personnel aussi a fait une collecte de médicaments, disons, sur un mois. On a fini par avoir 20 caisses de médicaments alors qu'on partait dans un projet pilote dans un petit village donc, de 6 000 habitants. Donc, ce qui était largement suffisant pour couvrir tous les besoins pendant des mois. Et depuis lors, donc ça c'est depuis début 2015, et donc effectivement, donc Orange, donc la Sonatel, donc qui est donc le nom de l'entreprise au Sénégal, a fait donc accompagne ce projet-là. Voilà. Et maintenant, par rapport aux autres collaborations, notamment pour les collaborations donc, du monde pharmaceutique, effectivement, ce projet peut sembler être, disons, une menace pour les entreprises pharmaceutiques en se disant que si les gens recyclent les médicaments, ça fera moins de chiffre d'affaires pour eux. Mais non, parce que, en tout cas, dans le modèle qu'on a mis en place au Sénégal, il y a la frange de la population qui n'a pas accès aux médicaments est beaucoup plus importante. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont acheter donc, des faux médicaments, qui vont aller voir, disons, donc, en fait, donc, un marabout, un charlatan du coin, juste parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller acheter un médicament. Donc, en créant donc, en fait, donc, ce nouveau marché pour ces entreprises-là, au contraire, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va augmenter le chiffre d'affaires. Et la preuve, c'est que dans la zone pilote, en fait, il y a une pharmacie privée, et nous allons acheter des médicaments là-bas avec les fonds RSE donc, mis en place par Orange. Donc, au contraire. Maintenant, il y a eu effectivement d'autres entreprises qui se sont engagées au Sénégal. Là, maintenant, c'est les industries minières, etc., parce qu'ils évoluent dans des zones rurales, donc ils prennent de l'or, etc. Ils veulent aussi impacter positivement donc, les populations et faire leurs images. Et effectivement, et aussi, il y a une entreprise, disons, française, donc c'est Pierre Fabre, qui nous a récemment, au mois de juillet, en fait, donc, remis un prix. En réalité, 2 prix, parce qu'on a remporté aussi donc, le prix donc, en fait, de la e-santé ici en France. Et voilà. Donc, on a en tout cas, disons donc, des partenaires donc, associatifs, donc des entreprises privées, etc., donc des ONG, etc., qui nous accompagnent. Je pense qu'on a réussi à mettre en place, disons, un modèle, comme on l'appelle, le nom Jocosanté au Sénégal. En wolof, Jokalante, ça veut dire donner et recevoir. Et notre obsession, c'est de mettre en place un système où les gens donnent et reçoivent. Mais ce n'est pas juste donner. On ne demande pas aux entreprises juste de donner.
Les gens donnent, mais aussi ils reçoivent en retour. Et c'est ça qui permet à notre modèle peut-être d'être viable. Merci. Je sais qu'Adama est très modeste parce qu'il a déjà un partenariat justement avec le ministère de la Santé, donc ça, c'est pas évident à mettre en place. Et ça montre aussi justement que la relation, notamment l'appui de grosses entreprises comme Orange, ça peut énormément aider quelqu'un qui démarre, parce que chez nous ou au Sénégal, c'est pas facile justement d'avoir ce genre de partenariat en place, qui est vraiment essentiel pour l'intégrité du modèle et pour être sûr que les médicaments qui circulent sont des médicaments homologués. Oui, absolument. Je pense que je ne pourrais peut-être pas finir sans citer donc, la banque marocaine, donc la BMC du Maroc, parce qu'ils ont donné quand même un sacré coup de pouce à ce projet-là. Et ça, j'en parle parce qu'il a été évoqué ce matin, le fait de dire que est-ce que les entreprises sociales, disons, sont sustainable? Oui, parce que, donc, disons que donc, on a eu quand même donc 150 000 $ donc, avec la BMCE, juste parce qu'on avait pu mettre en place un modèle économique viable. Et donc, c'était un concours donc, avec plus de 5000 projets venant de 100 pays du monde. Et je pense que ça aussi, ça a apporté un sacré coup de pouce à notre projet. Ça nous a permis de pouvoir investir sur une version plus moderne avec le paiement en ligne, incluant donc les SMS, donc les USSD et pas mal de choses. D'accord, merci. Donc un beau modèle d'intégration justement avec l'écosystème au niveau d'entreprises et d'entrepreneurs sociaux. Raphaël, si on revient en France un petit peu, on a entendu parler tout à l'heure en fait d'obstacles parfois à la co-création, qu'il y a des perceptions, que ça peut être compliqué, etc. Vous avez évoqué tout à l'heure donc des partenariats avec, ou des relations avec les entrepreneurs sociaux, avec les incubateurs, avec des acteurs du secteur. Quelle est votre perception là-dessus? Est-ce que c'est un facteur clé de succès? Est-ce qu'il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin? Je pense que c'est bien plus facile que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que quand on a, nous, démarré effectivement sur cette initiative d'entrepreneuriat social, on a tout de suite compris qu'il fallait qu'on soit ouvert, parce que je vous disais tout à l'heure, on est dans un écosystème, et en fait, on ne peut soutenir un entrepreneur social qu'en coopérant avec les autres acteurs, et chacun sert de levier à l'autre, donc il faut qu'on puisse dépasser ce sujet de concurrence. Et naturellement, on se dit que c'est un obstacle, parce qu'on est, surtout les entreprises les plus grands, les grands groupes, on était plutôt fermés. Et moi, j'ai trouvé que c'était finalement très facile de s'ouvrir, que lorsque on allait voir des incubateurs, quand on allait voir des partenaires publics, ben finalement, quand on allait voir des grands réseaux, dès lors qu'on avait une ambition partagée, et cette ambition, elle est de plus en plus grande, c'est d'aider ces entrepreneurs à émerger, parce que voilà, ils apportent à la fois ils apportent de la valeur économique, ils apportent de la valeur sociale, et on adhère tous, et on est tous à adhérer. Ben ça va, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'obstacles que ce qu'on imagine. Après, je pense qu'il faut qu'on se respecte les uns les autres. C'est qu'on n'a pas du tout, entre une start-up et une grande entreprise, on n'a pas la même rapidité. Souvent, je parle de temporalité. C'est-à-dire que voilà, une start-up, ça va être très vite. Ben, nous, les entreprises... et encore, je trouve qu'ils nous apprennent à aller plus vite, parce que quand on a fait l'entrepreneuriat social, je ne pensais pas qu'en 3 ans, on en serait arrivé là, et on est arrivé là grâce d'ailleurs à ces startups qui nous inspirent. C'est bien sûr, il suffit de vous entendre pour être inspiré, mais au-delà de nous inspirer, ils nous apportent cette agilité dont on a besoin, cette flexibilité dont on a besoin. On a dit tout à l'heure, tout va très très vite, et nous, on n'est pas capable tout seul. On a des R&D, on a beaucoup de choses, mais c'est quand même plus lent. Et on se rend compte que c'est important pour nous, banques, d'avoir ces startups, mais c'est important pour plein de grandes entreprises. Vous parliez tout à l'heure de Pierre Fabre. Nous, on a initié justement cette démarche de co-création. On s'est dit, il y a plein de startups aujourd'hui qui ont besoin de débouchés. Puis ces startups, qui plus est, elles sont très innovantes, elles vont très vite. Bah, comment on peut apporter cette agilité, cette innovation à des entreprises plus grandes qui, elles aussi, ont besoin d'innover, d'aller vite, mais qui n'ont pas forcément cette flexibilité, cette agilité. Et on a eu l'idée de créer un programme qui s'appelle Innove et Connect, donc qui est bien sûr ouvert aux entrepreneurs sociaux. Donc c'est quoi? En fait, on a créé pour l'instant à Paris, mais ça s'étend un peu partout, ces 2 espaces qu'on a appelés Y pour We Are Innovation, avec pour objectif d'accueillir dans ces Y des startups, de l'innovation techno, de l'innovation sociale. Ces startups, on les accueille là, alors
pas pour les incuber, on a nos partenaires incubateurs, mais on a vocation à les accélérer. Et on va pouvoir les accélérer d'abord parce qu'on va pouvoir les mettre en connexion les uns les autres, donc c'est un espace de coworking. On va pouvoir les accélérer parce qu'on va partager notre réseau. Si je suis une start-up qui veut, j'ai commencé dans un pays d'Afrique, je veux aller à d'autres, j'ai besoin d'avoir des idées de débouchés, j'ai besoin qu'on m'aide à aller plus loin, à m'internationaliser, donc on va leur donner nos experts à nous. Et puis après on s'est dit, mais comment je crée finalement, comment je réponds à ces besoins d'innovation de ces grands groupes qui sont aussi nos clients, et puis ces start-up qui le sont aussi et qui ont besoin de grandir. Et donc on s'est dit, bon, on va les marier. On va dire, on va identifier parmi nos grandes entreprises celles qui ont besoin d'innover, qui ont un besoin d'innovation précis. Et puis, on va faire un appel à la candidature auprès des startups de l'innovation sociale ou autres pour savoir si elles sont capables de répondre à ce besoin d'innovation. Donc, voilà, donc il y a un concours, c'est ouvert. Et puis alors, c'est un peu comme, voilà, c'est un spin meeting, si on est un peu entremetteur. Et puis, il y a la grande entreprise qui entend les startups pitcher et dit, mais c'est avec elle, moi, que je veux travailler. Et donc, du coup, on va créer des couples. Et pendant 6 mois, ces 2 entreprises vont travailler ensemble. L'une va avoir de nouveaux débouchés. Donc, je parlais de Pierre Fabre, parce que Pierre Fabre a travaillé avec une start-up qui a été donc accélérée dans le cadre de ce programme. Cette start-up, en fait, avait créé un patch qui permet justement de faire venir un vaccin directement dans le sang. Donc, moi, je ne connais pas la technologie, mais c'était très révolutionnaire. Et donc, on les a fait se rencontrer. En fait, la start-up avait créé le patch, et Pierre Fabre avait besoin, lui, de l'usage santé de ce patch. Ils se sont rencontrés, ils se sont accélérés mutuellement pendant 4 mois, et aujourd'hui, l'histoire continue sans nous. Donc voilà, c'est ça. Et on fait la même chose pour notre métier. Nous, on est des banquiers, donc aussi, on a besoin, ça va très très vite, vous voyez bien, chaque jour, voilà, il y a plein de nouveaux entrants. Il y a des superbes initiatives. Nous, on travaille beaucoup, par exemple, avec les crowdfunders. Alors, comme on parle d'entrepreneuriat social, on travaille beaucoup avec une entreprise. Alors, je vais faire sa pub, mais voilà, c'est un crowdfunder qui est solidaire, qui soutient des entreprises sociales, qui intervient en equity, qui s'appelle 1000 Impact. Je prononce toujours très mal. Et bien, aux côtés de 1000 Impact, d'abord, c'est un partenaire. C'est-à-dire que nous, quand on a nos chargés d'affaires qui ont une start-up qui arrive, quand je suis tout de suite au démarrage, je n'ai pas forcément toujours, moi, la capacité de l'accompagner. Donc, je vais l'envoyer, j'ai besoin ou bien son besoin, finalement, je ne peux pas lui apporter tous ses besoins. Donc, je vais faire une partie du financement, et puis, s'il se développe, il a besoin d'equity, je vais dire, va voir ce crowdfunder, peut-être que tu vas pouvoir avoir accès à un financement différent. Voilà, donc on travaille les uns les autres, et puis lui, ce crowdfunder, vous savez, on parle beaucoup du crowdfunding, hein, il y en a de plus en plus, de nouvelles plateformes qui émergent, qui se spécialisent, mais c'est compliqué pour elles, parce que finalement, très peu réussissent à toucher, c'est magnifique leur projet, mais c'est comme partout, il y en a plusieurs, et en fait elles ont besoin de grands groupes pour avoir accès. Nous on a la chance d'avoir plein de clients. Alors, donc en fait on leur donne une tribune, et voilà, et donc on se sert l'un de l'autre, mais dans le bon sens du terme, et je pense qu'il y a vraiment, si on se respecte l'un l'autre, on a levé les craintes. Je pense qu'au début il peut y avoir des craintes en se disant, oh là là, la grande va vouloir me manger. On n'est pas dans le sujet de vouloir manger l'autre. On est vraiment dans le sujet on a besoin l'un de l'autre, et chacun va être gagnant-gagnant. C'est vraiment une complémentarité gagnante-gagnante. Et d'ailleurs, c'est ça la modernité aujourd'hui, c'est de pouvoir finalement, au contact des autres, se transformer, au contact des autres, apprendre, et au contact des autres, grandir. Et ça, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, cette modernité, on l'importe dans l'entreprise, parce que c'est ça aussi qui est très important. Vous parliez tout à l'heure de l'engagement des collaborateurs. Les collaborateurs, oui, ils veulent être engagés, qui plus est, et ils attendent de leur entreprise qu'elle les engage. Ils veulent être acteurs. Ils veulent être acteurs dans le cœur de leur métier, mais ça ne leur suffit plus. En fait, on est tous devenus des intrapreneurs sociaux. C'est-à-dire qu'on a envie de travailler pour le projet de notre entreprise. Mais finalement, j'ai besoin aussi d'avoir cette fierté. Cette fierté, je vais l'avoir parce que je vais trouver autre chose. Je vais trouver la valeur de mon métier, mais je vais trouver aussi la valeur de l'engagement social ou environnemental de mon entreprise. Et on voit bien que, voilà, de plus en plus, là aussi, avant les collaborateurs, ils avaient leur job, et puis finalement,
voilà, on se disait, bon, c'est bien, mais ils ne m'apportent pas, voilà, on ne faisait pas appel à leur talent. Aujourd'hui, de plus en plus, ils vont s'engager dans les démarches RSE qu'on déploie, mais aussi on va faire appel à leur créativité. On parle de co-création, d'intelligence collective. En fait, les talents, ils sont partout. Et donc, comme ça va très vite, il faut qu'on utilise tous les talents. Et donc, de plus en plus, voilà, on utilise des talents au sein des entreprises. Donc, on crée des initiatives, finalement, des start-up, des mini-Y. On a créé ce qu'on appelle le People Lab. Alors, c'est une toute petite expérience. Pour l'instant, peu de collaborateurs en profitent. Mais on démarre, c'est-à-dire, on dit à un collaborateur, ben voilà, toi, tu as une superbe idée pour ton entreprise. On a par exemple une équipe d'informaticiens qui a dit nous, on va faire une tirelire. Alors non seulement ça c'est notre cœur de métier, mais elle va permettre de faire de la pédagogie budgétaire à tous les niveaux. C'est très innovant. Ben, on a cru à son projet, ils sont venus pitcher. Et en fait, pendant 4 mois, une fois par semaine, ils vont pouvoir aller dans ces espaces Y, comme les startups. Donc, ce sont des intrapreneurs. Et ils vont pouvoir développer, profiter des connexions et développer leurs projets. Donc, ils vont aussi, eux, se sentir encore plus engagés. Et puis, ils vont apporter quelque chose à l'entreprise. Donc, voilà, on voit bien que tout est en train de changer et que voilà, chacun de nous, au quotidien, on est des talents et on participe vraiment aux besoins d'innovation et de changement. Il y aurait vraiment matière à creuser, mais on n'a pas énormément le temps, mais c'est vraiment intéressant de voir à la fois ces accélérateurs, à la fois d'intrapreneurs, mais aussi de nouveaux modèles de collaboration. Alors, comme on l'avait promis, je pense qu'on va faire passer le micro. S'il y a des questions, on va peut-être regrouper 3 questions, sachant qu'on va peut-être prendre encore 5-7 minutes. On a commencé en retard. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Une question ici. Si vous pouvez donner votre nom, votre organisation. Bonjour, merci beaucoup pour ce que vous venez de nous présenter. Je m'appelle Adrien, je suis venu en tant qu'individuel, je travaille, mais je ne suis pas du tout venu dans le cadre de mon travail. Je voulais rebondir en fait sur Joko Santé, où c'est vrai que moi il y a quelques jours je suis tombé aussi sur ma boîte à pharmacie où il y avait à peu près la moitié des médicaments qui étaient périmés et il n'y en avait aucun qui correspondait à ce que je voulais, à ce dont moi j'avais besoin, donc il fallait que j'en rachète. Et je ne m'avance pas trop, je pense que je ne suis pas le seul dans la salle, enfin j'imagine qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Donc je savais qu'en Écosse on pouvait acheter le médicament à l'unité, donc seulement ce dont on a besoin. Je trouvais ça déjà génial, mais alors là je trouve ça encore plus génial qu'on puisse proposer ou recevoir peut-être des médicaments dont on a besoin ou dont on n'a plus besoin si on peut les proposer. Je me demandais en fait si ce concept-là vous alliez l'exporter en dehors de Dakar et en France ce serait vraiment bien, à moins que ça existe déjà. Merci. Ok, donc merci beaucoup. Effectivement, donc l'année dernière, on était au niveau de l'ITU Telecom World. Bon, là aussi, on avait été accompagné par Orange, qui nous a invités dans le stand du Sénégal à payer donc, nos frais. Et tout ça, c'est des façons donc, de nous accompagner. Et puis on avait eu là-bas donc, en fait, un prix donc, sur notre impact social. Ça, c'était il y a exactement 1 an, le 15 octobre 2015, oui. Et en fait, donc là-bas, on avait déjà eu donc 6 pays africains qui étaient intéressés. Bon, il est vrai qu'au fil du temps, maintenant, on est toujours en discussion avec 2 ou 3. Mais hier, quand j'ai présenté le projet à Paris, donc lors d'un forum donc, de e-santé, il y avait 2 personnes, donc une du Mali et puis en fait une de la Grèce, parce qu'il me dit qu'en Grèce, ils ont de sérieux problèmes. Donc par rapport à toutes ces problématiques-là, et donc elle m'a promis de prendre contact rapidement avec moi pour qu'on puisse voir comment le faire. Et comme on le dit, hein, c'est un modèle qui peut être exportable très facilement. C'est juste des paramétrages.
donc du plan de numérotation du pays, donc de la liste des médicaments autorisés dans le pays avec le prix, etc. Facilement, disons, customisable. Et voilà. Donc, j'en parlais aussi hier avec Stéphanie Yeleka de Ashoka. Voilà. Alors, Merci. vous pourrez continuer après pour voir comment lancer Joco Santé en France. Je crois qu'il y avait une autre question dans le... Non, peut-être pas. Il y avait une autre question? Non. Ou si dans le fond. Levez bien la main. Oui. Moi, j'ai une petite question toute simple sur la structure de votre entreprise, parce que vous avez parlé du support d'Orange au début pour vous épauler. Et ce que je n'ai pas bien compris, c'est si maintenant vous êtes entrepreneur et complètement indépendamment de votre première entreprise, ou si vous continuez à travailler avec eux, pour eux, et s'ils ils ont mis des parts dans votre société. Voilà. Donc, jusqu'à présent, je suis employé donc, chez Orange, mais on est vraiment, disons, dans une phase donc, de transition. Et il est clair que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, on va devoir donc quitter. Parce que, voilà, donc c'est un projet qu'on a lancé. Donc on est obligé donc, quand même de prendre nos responsabilités et donc de mener ça à bien. Mais quand même, Orange quand même, a aussi une autre démarche qui s'appelle donc en fait SMH, qui fait que quand un employé a un projet viable, Orange peut donc le libérer pendant 3 ans ou 2 ans et l'employé peut aller tenter sa chance. Si ça marche, c'est tant mieux. Si ça ne marche pas, il a le droit de revenir au sein de l'entreprise. Donc je pense qu'on va essayer de surfer sur tout ça pour voir comment prendre en charge notre projet. C'est quand même important ce que vous avez dit. Effectivement, c'est une entreprise. Par contre, je pensais que vous alliez me demander est-ce qu'il y a des entreprises, il y a des grandes entreprises qui veulent être actionnaires, etc. Oui, donc il y a des fonds d'investissement qui ont déjà, au Sénégal, qui ont déjà pris contact. Mais pour le moment, pour nous protéger un peu, donc, parce qu'on a un peu peur du modèle trop capitalistique, on préfère accompagner, disons, donc, le bébé encore un moment et ensuite voir est-ce qu'on peut faire dans un modèle de création et voilà, donc voir comment on peut amener autour de la table donc, pas mal d'investisseurs. Voilà. Merci Adama. On va prendre une dernière question. Alors je crois que, voilà, la demoiselle au fond. Oui, bonjour. Merci pour votre intervention. En fait, j'ai du mal à voir le rapport direct entre le corps de métier de Orange et votre business model, qui est donc, enfin, le domaine de votre business model qui est la santé. Donc, je voulais savoir si est-ce que c'est par exemple une fondation Orange qui investit dans votre entreprise ou c'est Orange en termes de social business qui participe avec vous. En fait, je vois pas quel est le retour, l'intérêt pour Orange de développer une entreprise dans la santé. C'est peut-être une question un peu bête, mais j'ai du mal à avoir le... Comme tout à l'heure, au final, McCain qui travaille en Colombie avec les patates, mais c'était une entreprise indépendante de McCain. Donc comment McCain se retrouve au final, quel est l'intérêt pour eux? Ok, déjà, il faut savoir qu'en France, donc Orange a une filiale santé. Donc ça s'appelle Orange Healthcare, donc qui est une filiale qui s'occupe donc, en fait, donc de solutions de e-santé. Ça c'est un fait. Mais dans notre cas précis, en fait, Orange n'est pas actionnaire, Orange n'est pas investisseur. Orange en fait est un client pratiquement maintenant. Donc au début, j'étais en fait, disons donc, il faisait partie en fait donc des entreprises qui accompagnaient le projet dans le cadre de leur activité RSE. Mais au moment où je vous parle, Orange donc, a acheté donc, des points, par exemple pour les enfants. À Dakar, il y a en fait donc, une structure de santé qui est dédiée aux enfants. Et Orange a mis actuellement des fonds pour prendre en charge donc, les médicaments de ces enfants-là. Et donc, au moment où je vous parle, donc, Orange est plutôt donc, un client donc, de notre start-up. Merci. Voilà. Donc je vois que l'heure tourne, je pense que ça va être l'heure du déjeuner, vous devez avoir faim, mais je pense que la discussion était très très inspirante de voir que les choses bougent, que justement le cloisonnement traditionnel entre les secteurs, eh bien, il est en train de bouger également,
Et je pense que l'appel qu'a fait le professeur Younous ce matin, j'aimerais bien aussi y faire écho. Je pense qu'on est tous acteurs de changement, qu'on soit ingénieur dans une entreprise de télécom, qu'on soit cadre dirigeante dans une banque, étudiant. Je pense que tout le monde a son rôle à jouer pour faire changer le monde à petite ou à grande échelle. Donc je vous encourage à poursuivre dans ce chemin. Et puis je pense qu'on peut applaudir nos intervenants pour aujourd'hui.